fait, en finance, les gens se rendent peut-être pas compte de 100 millions ce que c'est, mais C'est pas beaucoup. 100 millions, c'est 100 millions, c'est pas énorme en réalité. Je suis tout seul, je connais personne, j'ai du temps, Je suis au bureau, je peux avoir des écrans avec des graphiques, ça va pas trop se voir. Et du coup, là, j'ai commencé vraiment à trader activement et en fait, j'étais rentable. Quand tu as voulu te lancer dans le trading, donc tu t'es dit, ok, je pense que c'est un truc qui me plaît, qui pourrait me plaire du moins. Tu m'as dit que tu as fait pas mal d'erreurs. Qu'est-ce que tu as fait? Par où tu as commencé? Qu'est-ce que tu as cherché? Qu'est-ce que tu as tapé? Comment tu t'es retrouvé? Je pense être quelqu'un qui est motivé mais qui sait où il va. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé, tu vois, il me demandait qu'il y a de l'ambition aussi. Il me demandait, voilà, c'est quoi un petit peu tes objectifs? Moi, j'ai aucun mal à leur dire, bah écoutez, j'espère qu'un jour, on sera valorisé les 500 millions. Salut Marceau, alors bienvenue à Panama. Donc pour le petit contexte, Marceau est un membre du Macro Trader Accelerator que j'ai invité au Panama. Ça fait maintenant peut-être 35 heures que tu es ici au Panama. Donc bienvenue dans le bureau, bienvenue à la maison. Et en effet, donc j'ai sélectionné une personne en gros du Macro Trader Accelerator pour venir ici à Panama, pour qu'on ait une discussion, une conversation, que tu puisses partager ton parcours, ton expérience avec tout le monde. Donc sur ce, bienvenue. Et sur ce, premièrement, qui est Marceau? Ok, bah déjà, merci pour l'invitation. Merci pour la journée d'hier qui était très sympa. Donc dans un premier temps, donc, je me présente, je m'appelle Marceau, j'ai 20 ans. Donc j'ai eu la première partie de ma vie où vraiment j'étais dédié au sport. Donc j'ai été dans un lycée sport-études. Donc je faisais de l'escrime à haut niveau. Donc j'ai fait pas mal de Coupes du Monde, j'ai été champion de France par équipe junior. Donc voilà, donc ça m'a permis vraiment de me développer et de me connaître aussi. Donc voilà, donc j'ai fait un lycée. Ensuite, il y a eu le Covid et j'ai eu une grosse blessure à la jambe. Donc j'ai eu un accident de moto. J'ai pas pu marcher pendant quelques mois et j'ai eu pas mal de déficits après pour l'escrime. Donc j'ai décidé d'arrêter. Là, t'avais quel âge quand t'arrêtais du coup le lycée? J'avais 18 ans, ouais, j'avais 18 ans. En fait, je venais de rentrer, donc j'ai fait une école post-bac, donc j'ai fait l'EM Lyon. Donc c'était un concours assez simple, voilà, pour rentrer directement après le lycée. Et du coup, j'ai décidé de me consacrer aux études. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Les deux n'étaient pas trop faisables pour moi. Donc voilà, et après, j'ai fait donc plusieurs stages. Donc en fait, chaque année dans mon programme, j'ai 6 mois de cours, 6 mois de stage. Et donc ça m'a permis voilà, de faire plusieurs stages en finance. On en reparlera peut-être après. Et voilà, un petit peu. Et maintenant, je suis en train de créer ma boîte en asset management. Donc super content et merci d'être là. Ok, incroyable. Bah, écoute, félicitations. Honoré d'avoir un champion du monde d'escrime. Champion de France. Champion de France d'escrime dans la pièce. Ok. Et du coup, maintenant, passons plus ton parcours vis-à-vis du trading. Donc premièrement, le Macro Trader Accelerator, quand est-ce que tu l'as rejoint? Ça fait combien de temps? Ok, donc le Macro Trader Accelerator, je l'ai rejoint sur ma première année d'école. Okay. Donc en fait, je suis allé en Australie, à Sydney. Et je l'ai rejoint vraiment pendant cette période. Voilà, donc j'étais dans une boîte qui voulait développer son offre à l'étranger. Et donc j'étais hyper passionné de trading. J'avais fait pas mal d'erreurs avant, j'en reparlerai. Et du coup, après, je suis tombé sur tes vidéos. Voilà, très bonne explication. Et c'est vraiment ça qui m'a fait passer le pas. Et donc après, j'ai direct pris la format. J'ai beaucoup appris. Donc le soir, après le stage, je restais au bureau jusqu'à minuit pour finir la format. Donc je pense que je l'ai regardé, je pense, en 2-3 semaines, je tabassais. Voilà, et du coup, ça m'a vraiment permis en fait, directement, ça m'a aidé dans mon stage parce qu'ils voulaient développer donc, leur offre à l'international. Ils avaient besoin de tout ce qui était lié au risque de currency. S'ils voulaient développer, donc on était à Sydney, s'ils voulaient développer en Europe ou aux US, voilà, leur risque de change en fait. Et vraiment, Ils cherchaient surtout à hedge leur risque sur ces opérations internationales? Ouais, en fait, c'était plus ça. Et en fait, c'est plus mon initiative réelle. Parce que eux, en gros, j'avais un peu fait le tour de ce que je devais faire. J'étais un peu touche à tout. Et du coup, vu que j'avais rejoint ta format, ça m'intéressait. Je me suis dit, je vais pouvoir rallier un petit peu et essayer d'être sur les graphes pendant que je suis en stage. Je me suis dit, ok, je leur présente le truc. Ils ont adoré. Et du coup, je leur ai fait un énorme rapport pour que quand je parte, ils comprennent un peu comment ça fonctionne. Donc voilà un peu comment je suis rentré là-dedans. Voilà. Incroyable. Ouais, bah, c'est exactement ce qu'on appelle un high income skill. C'est que, donc, avec toutes les compétences que je te donne, tu as évidemment la partie la plus obvious qui est trader directement sur les marchés, spéculer et pouvoir en tirer un gain. Mais il y a aussi toute une panoplie de services de société en rapport avec ça. Moi, quand j'étais plus jeune, un des petits money makers que j'ai eu, on avait pu en parler hier, etc., des différents trucs que j'ai pu faire, mais une des choses, c'était le père d'une amie avait une société pharmaceutique qui faisait justement des transactions internationales.
Et du coup, lui, de par mes recherches, mes rapports et mes compétences, toutes les transactions qu'il devait faire, par exemple, généralement c'était euro, dollar et pound, Ok. je lui permettais en fait il me disait, disons, j'ai 6 mois pour faire ces transactions-là. Quel est le meilleur moment sur ces 6 mois pour faire cette transaction? Et en fait, juste avec ce service, en fait, je lui faisais économiser beaucoup d'argent parce que finalement, tu économises 2% sur des transactions à 5 millions de dollars. Bon, Ouais. bah, c'est énorme. Tu vois. Donc, encore une fois, ça revient le truc de high income skill. Et alors, oui, il y a le point direct qui est trading, mais tu as tout ce qui est autour aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est pour ça que maintenant, moi, je fais moins du trading direct. Donc, j'en ai fait. Mais voilà, en fait, tout ce qu'on apprend, tout ce qui est lié à l'économie aussi, ça m'a permis de décrocher des stages. Et donc, après ces stages, tu rencontres des personnes. Et en fait, effectivement, il y a pas, faut pas se dire à tous ceux qui prennent la formation que c'est vraiment uniquement pour le trading. Ça va derrière. Après, on peut développer plein de trucs autour du trading. Exactement, il y a énormément de choses en finance. Et ça permet d'avoir en fait un point d'ancrage et en se disant, voilà, là, j'ai mes connaissances. Maintenant, est-ce que j'aime le trading? Parce que c'est aussi très personnel et je pense que si on veut vraiment trader activement comme tu fais tous les jours, ça demande une certaine rigueur. Pourtant, j'ai fait du sport de haut niveau, je sais ce que c'est. Et moi, on va dire que cette rigueur, c'est pas ce qui me faisait vraiment vibrer tous les matins. Et je pense que si on n'a pas ce truc, ça va être compliqué parce que faut le faire tous les jours. Et là, on parle pas de tous les jours pendant 3 mois, hein. On parle tous les jours pendant 2, 3, 5, 10 ans sans faire une erreur. C'est compliqué. Donc voilà, il y a ce premier bain, ce premier pas. Et puis après, derrière, je pense qu'en fonction de qui on est, on commence à découvrir en parlant avec les personnes. Mais c'est vraiment voilà, le point essentiel. Ouais. Complet. Et c'est ça que j'aime bien avec ton profil, c'est que je l'explique, tu vois, notamment au début du programme, etc. Mais que j'essaye de donner toutes les clés, toutes les bases si la personne veut se développer dans le monde de la finance, en fait. Pas juste comment faire du trading en ligne, tu vois ce que je veux dire. Et donc, toi, c'est ton cas, mais j'ai aussi plein de gars, je me rappelle, il y en avait un qui avait rejoint le programme et qui, à la suite de ça, est passé en tant que trader institutionnel dans une boîte pour trader les contrats pétrole. Ok. Et c'était ça son truc spécialisé. Mais c'est venu du programme, tu vois ce que je veux dire. Donc ça permet d'ouvrir ses portes. Bref, ma question c'est comment de... Donc avant ta passion c'était clairement les streams. Les scrims, comment t'es allé, on va dire, du côté finance? Qu'est-ce qui te faisait kiffer dans le côté finance? C'était le côté... est-ce que c'était l'impact des films? Est-ce que c'était le côté juste monétaire? Est-ce que tu avais lu des livres? Est-ce que c'est... Ouais, alors il y a eu Pourquoi tu t'es intéressé à ça? il y a eu forcément l'impact des films, par exemple le Loup de Wall Street. Voilà, bon, super film. Mais c'est vraiment en fait, quand je suis rentré à l'école, je savais que je voulais faire de la finance. Parce que voilà, je pense qu'il y a aussi, c'est un monde où on gagne bien sa vie et donc c'était un peu dans mon optique voilà, de me développer. Et en fait, au fur et à mesure, donc comme je disais en Australie, quand j'étais à Sydney, je faisais pas exactement de la finance pure. C'est vraiment moi qui ai amené cet esprit financier. Et ensuite, du coup, j'ai pu aller à Londres. Donc là, j'ai fait un stage en banque d'investissement, voilà, donc à Mayfair. Et là, j'ai vraiment commencé à comprendre vraiment l'intérieur de la finance. Et en fait, c'est à chaque fois, je développais un petit peu plus. Et ensuite, j'ai rencontré quelqu'un donc quand j'étais à Londres, donc un Anglais là-bas qui était dans un fonds avant et qui m'avait rejoint. Donc en gros, on avait nos deux desks et lui, il était à côté de moi. Il m'expliquait, il me voyait un peu trader. Donc en fait, je tradais pendant que j'étais à Londres. Donc je faisais des horaires 8h, 23h, ça dépendait des jours. Mais globalement, je faisais des gros horaires. Et du coup, j'en profitais. En fait, j'avais 4 écrans et j'en profitais pour mettre à gauche tout ce qui était trading. Et donc lui, il voyait, il m'expliquait un petit peu. Il m'a fait rencontrer un des gars qui dirigeait le fonds. Donc c'est comme ça en fait, en parlant, en discutant, j'ai pu vraiment découvrir un petit peu tous les aspects. Et puis après, du coup, je suis allé à Paris. Et là, j'ai fait de l'asset management. Et c'est vraiment là où j'ai compris que voilà, la finance, c'est pas que la banque d'investissement, c'est pas que le trading. Il y a énormément de choses autour, la gestion de patrimoine aussi. Et en fait, je me suis juste découvert une passion pour créer des boîtes. Je me suis dit, oh, je vais essayer d'allier tout ce que je connais en finance, la création d'entreprise. Et donc, c'est pour ça. Exactement. Et là, du coup, le matin, quand je me lève, c'est ce que je disais, c'est que je suis très content de le faire. Et c'est différent, je fais pas voilà, exactement du trading. Alors, attends, du coup, dis-moi, comment tu as réussi à décrocher des stages en finance, C'était quoi? C'était un hedge fund à Mayfair? Non, banque d'invest. Banque d'investissement, c'était laquelle? Et c'était Wimmer Financial. Ok. C'est une petite boutique. Ok. À Sydney, c'était quoi? C'était C'était une banque d'investissement aussi ou non, pas du tout. Ça, Rien à c'était voir avec la l'asset management? finance. Non, rien du tout. Ils mettaient en relation des acteurs avec des influenceurs en fait. Et du D'accord. coup, Ok. moi, j'étais vraiment sur la partie financière du truc. Ok. Et à Paris, par contre, c'était un boutique asset management. Boutique, non, en fait, c'est un groupe de gestion de patrimoine. Ok. Et à l'intérieur, en fait, ils rachetaient des sociétés. Et donc, il y avait une société d'asset management, donc de gestion privée, le terme exact. D'accord. Donc, ma question, comment tu as réussi à rentrer en stage déjà dans ce genre de structure?
Ok, donc déjà, premièrement, en Australie, donc quand j'étais à Sydney, vraiment, en fait, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Apollo. J'ai envoyé des mails, je sais pas, j'ai dû envoyer 20 000 mails avec des exports Excel. Bon, très peu de taux de réponse. Je ne conseille pas aux gens de faire ça parce que c'est pas du tout personnalisé. Mais voilà, il y en a qui m'ont répondu. Et puis après, j'ai passé un entretien. Je parlais pas un mot anglais. C'est pour ça que je voulais aller en Australie. Et en fait, je mettais un ice tracker pendant l'entretien. Bon, je déconseille. Mais du coup, en fait, j'avais le script à gauche. Et du coup, je pouvais lui parler. Je savais à peu près les questions qu'ils allaient poser. Donc, c'est comme ça que j'ai pu avoir mon stage. Londres, en fait, pendant mes démarches de premier stage, donc la personne qui dirigeait la banque d'investissement m'avait répondu. Il m'avait dit ouais, j'aimerais bien que tu viennes à Londres. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas venir à Londres en première année. Et en fait, la deuxième année, donc je lui ai renvoyé un mail. Il m'a dit bah écoute, si tu veux venir à Londres, viens, on fait un entretien. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis allé à Londres pendant une journée. Donc je suis arrivé à 10h et mon vol de retour était à 16h. Et en fait, ils m'ont fait passer un entretien assez particulier, c'est-à-dire qu'ils m'ont mis dans une pièce et donc en fait, tu avais tous les mecs de la boîte qui venaient à tour de rôle et qui refaisaient l'entretien. C'est-à-dire que je suis resté, je pense, 5 heures dans une pièce et tu as des mecs qui passaient comme ça, ils te faisaient attendre longtemps en plus. Et donc là, c'est là où, grâce à la format, donc les deux que j'ai prises, donc Smart Finance Pro et voilà, MTA, là, j'avais des connaissances vraiment et je suis arrivé en fait avec déjà des modèles Excel pour pouvoir leur montrer voilà, que j'ai des connaissances. Ils me parlaient d'économie. En fait, vraiment, je disais un petit peu tout l'esprit fondamental et ils ont compris que j'étais motivé. Et je pense que quand on est motivé, ça passe. Ils ont vu que tu avais des connaissances, que tu avais déjà de l'expérience, chose que généralement on apprend plus une fois qu'on rentre. Parce que tu vois, moi, c'était le truc. Mais donc, quand j'étudiais, quand je faisais mes études de finance, donc je t'en avais parlé hier, mais donc j'ai tout de suite rejoint un hedge fund à Mayfair aussi, un hedge fund chinois. Et tous les gens qui étaient en études de finance, en fait, tous voulaient aller après travailler soit dans des hedge funds, soit dans une société de asset management ou quoi. Mais ces sociétés-là, en fait, généralement, veulent quelqu'un avec de l'expérience. Parce que pour commencer, il faut de l'expérience. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu n'as pas d'expérience, mais pour commencer, il faut de l'expérience. Et c'est toujours le truc un petit peu compliqué. Et c'est le truc qui manque à beaucoup de personnes. Donc toi, c'est le truc que tu avais réussi à avoir. En gros, tu es arrivé, le mec a déjà vu que tu avais... Surtout eux, c'est généralement ce qui les intéresse, c'est connaissance macro et grosse gestion de risque. Ouais, c'est ça, et aussi pas mal d'Excel aussi, on va pas se mentir, c'était beaucoup de financial modeling. Mais oui, concrètement, si les gens qui cherchent des stages, en général, effectivement, ils veulent direct aller sur des stages de finance, mais si on arrive avec aucune connaissance, ça va être très compliqué parce que déjà la compétition est très rude. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment bosser à fond chez soi. C'est pas en faisant les cours, malheureusement, qu'on va réussir à avoir autant d'expérience. C'est vraiment suivre une formation ou se renseigner tout seul. Honnêtement, il y a des outils aujourd'hui qui le permettent. Mais vraiment d'arriver en entretien, d'être motivé, d'être assez sûr de soi et vraiment arriver avec des grosses connaissances et qui se disent, voilà, l'âge, c'est pas très grave, le gars. Donc je pense que ça a été ton cas. Même si on est jeune, c'est pas très grave, quoi. Et maintenant, revenons un petit peu en arrière. Quand tu as voulu te lancer dans le trading, donc tu t'es dit... Ok, je pense que c'est un truc qui me plaît, qui pourrait me plaire du moins. Tu m'as dit que tu as fait pas mal d'erreurs. Qu'est-ce que tu as fait? Par où tu as commencé? Qu'est-ce que tu as cherché? Qu'est-ce que tu as tapé? Comment tu t'es retrouvé? Ok, donc dans un premier temps, moi, mon seul objectif, c'était de faire de l'argent. Je me suis dit, ok, bon, c'est pas en travaillant comme tout le monde qu'on va faire de l'argent. Donc, dans un tout premier temps, au tout début, j'avais créé une boutique de vêtements, mais quand j'avais 13-14 ans, un peu une sorte de dropshipping. En fait, tu commandais en avance et tu pouvais commander. Donc voilà, je faisais des collabs en fait avec c'était des personnes qui étaient dans l'équitation et je faisais des vêtements en collaboration avec eux. Ça faisait vraiment un truc, j'étais, je pense, le seul à le faire, mais ça n'a pas du tout marché. En fait, donc je traitais avec des gens qui étaient assez âgés, tu vois, 100, 200 000 abonnés. Et en fait, il y en a une qui un jour m'a envoyé un truc d'avocat. J'avais 14 ans, aucun truc légal, donc j'ai vraiment arrêté direct. Donc on va dire ça, c'était un peu ma première expérience. Et ensuite, deuxième expérience, donc là vraiment plus trading. J'ai commencé par les signaux de trading. Ok. Donc très mauvaise erreur. Donc c'était quoi? Par Instagram, Snap? Telegram, d'accord. Truc classique, Telegram. Voilà, ils envoient des trucs, tu recopies. Bon, évidemment, ça ne marche pas. Ensuite, j'ai atterri dans les méthodes de casino. D'accord. Donc pareil, ça ne marche pas. Énormément de pertes, voilà. Et après, je suis arrivé sur un truc qui me paraissait beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus normal et safe. En fait, c'était les options binaires. Ce qui ne l'est pas du tout. Donc, en fait, je lisais carrément des livres, je contactais des mecs qui étaient en options binaires et tout ça. Donc, j'avais vraiment cette conviction qu'il y avait quelque chose à faire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop les options binaires, c'est vraiment
un peu du casino, c'est-à-dire on parie à la hausse ou à la baisse sur une time frame. Donc, par exemple, dans les 1 heure, l'action Apple, elle va dépasser ce prix. Et si elle dépasse, on fait à peu près 40% du prix. Et si on perd tout. Donc voilà. Donc, tu as toujours un risk to reward qui est négatif. En fait. Toujours. Donc, évidemment, le calcul n'est pas bon. Et du coup, là, à ce moment-là, j'ai carrément fait des signaux d'options binaires sur du time frame de 5 minutes. Donc, tu suivais des signaux d'options binaires. C'est ça, en fait, tous les jours, il y avait un gars qui envoyait sur Telegram des screens en disant, voilà, achat, c'était sur les monnaies, cette monnaie, et en fait, déjà, il y avait du délai, donc tu n'appuyais pas en même temps que le gars. Donc, j'ai fait ça, mais j'ai fait ça pendant longtemps parce qu'en fait, à un moment, ça marchait, tu vois, et en fait, au fur et à mesure, plus tu mises, parce qu'il te dit de doubler, il sort de martingale un peu, et en fait, au final, tu te retrouves à tout perdre. Et voilà, donc. Et comme toujours, tu peux avoir un système qui est perdant, donc qui a une tendance qui est baissière. Ça va ressembler à ça. Donc il y aura toujours des petits moments où ça passe. Et quelqu'un va toujours se dire putain, c'est bon, il y a ce moment-là. Ou alors se remettre en question quand il y a les moments de baisse. En mode ah ouais, mais je suis rentré un peu trop tard, ou que si, ou que ça. C'est ça, où moi je me disais voilà, ah non, mais qui est perdant, ouais. j'ai pas vu assez vite son truc. Lui, il l'a eu, pas moi, tu vois. Et du coup, tu te remets beaucoup en question. Bon, évidemment, mon entourage ne savait pas trop. J'avais ma copine de l'époque qui savait, qui était pas très. Comprenait pas trop et qui me disait bon, arrêtez tout ça. Donc ça a été vraiment la première expérience et je me suis dit peut-être que c'est pas un monde en fait, voilà, peut-être que c'est juste du scam et en fait arrête. Mais je savais bien d'un autre côté en étant en école de commerce quand même que tu avais des jobs en finance qui paient extrêmement bien, des mecs qui étaient traders, ça existe. Et du coup j'avais vraiment ce truc de me dire bon bah soit je me lance dans les études et je fais un bachelor, un master et ensuite à ce moment-là j'arriverai à voir en fait qu'est-ce que font les vrais gars. Et en fait, c'est là où vraiment j'ai commencé à découvrir tes vidéos. Donc, je les regardais, c'était au début. Et en fait, je voyais que tu expliquais vraiment ce que je cherchais, c'est-à-dire comment ça fonctionne l'économie, comment tu rentres sur les trades, vraiment toute cette partie-là en fait qu'on t'explique pas bien. Et donc j'ai rejoint et là, je me suis vraiment dit, concrètement, c'est ça que je recherchais. Et en étant été en asset management, maintenant avec le recul, c'est concrètement ce que tu dis, c'est ce qui se passe. Même voir, il y a des gérants que j'ai vus qui font moins bien ou qui ont moins cette gestion du risque. Donc, toutes les personnes qui doutent un petit peu, c'est bien réel. Et voilà, après, la chose qui différencie un petit peu dans les gros groupes, je pense que c'est les outils. Tout ce qui est Bloomberg et tout ça, mais honnêtement, je pense que c'est pas nécessaire. Ouais, c'est ça, c'est la data. Mais avant d'exploiter toute la data surtout si on traite sur le Forex ou même sur des actions, il y a énormément de data en ligne actuelle. Ça sert à... Enfin, il n'y a pas un truc en plus qu'ils savent quoi. Ok. Et du coup, donc à ce moment-là, donc tu m'as découvert sur YouTube, tu as décidé de rejoindre le Macro Trader Accelerator. À la suite de ça, tu as continué à suivre, je sais pas, des signaux ou d'autres services ou des choses, ou c'était la fin de ton apprentissage? Ah non, c'était la fin. En fait, il y a vraiment eu une transition entre le moment où j'ai fini les signaux de trading, j'ai eu vraiment une pause. Et ensuite, je suis parti en Australie. Et c'est là où, en fait, je me suis un peu remis en question et je me suis dit... et c'est à ce moment-là, quand j'étais en Australie, je me rappelle très bien, je prends la format et je me dis, ok, bon, les soirs, maintenant, je vais aller taffer dessus. On oublie un peu le passé. De toute façon, si tu passes jamais à autre chose, ça va jamais. Il y aura forcément des échecs. Donc, je me suis dit, ok, là, je le sens bien. C'est pas une énorme prise de risque. Et en fait, dès que tu commences à regarder la formation, je crois qu'il me semble qu'il y a un moment, il y avait une sorte de 1 semaine où tu pouvais voir et après, tu peux arrêter si ça te convient pas et t'es remboursé. En fait, direct, quand t'expliques, tu vois directement que c'est vraiment... Les connaissances, elles sont réelles. Et du coup, voilà, j'ai fait ça. Et après, du coup, direct à la suite, j'ai pris l'autre format. Et ça a été vraiment une aide. Donc la première Macro Trader Accelerator, c'est donc sur tout ce qui est trading, FX, levier, macro. La deuxième, donc Smart Finance Pro, là, c'est sur vraiment la gestion de ses finances, l'investissement long terme, la compréhension du monde financier en soi, comment économiser son argent, comment gérer son lifestyle, ses dépenses, etc. Ça, c'est quelque chose que du coup, tu as appliqué aussi dans ta vie? Ouais, exactement. Au début, quand je l'ai pris, en fait, j'en ai pas nécessairement besoin, pour être honnête. Tu as juste pré-shot le truc. J'ai pré-shot le truc et je me suis dit, en fait, ça me servira pour mes stages. Parce que tu arrives avec autant de connaissances, donc la partie trading et la partie invest, bah, tu commences à avoir une sorte de edge sur les autres personnes, il y a énormément de gens. Donc, et puis la qualité de la formation, ça venait de sortir. En fait, je venais de terminer et tu venais de sortir le truc. Et je me suis dit, c'est la suite logique, j'y vais. Et puis, du coup, pareil, j'ai tout fini. En fait, quand j'étais en Australie, j'ai pu faire full formation. Je suis revenu en fait en France et j'avais cette idée. Et là, j'ai commencé à démarcher les banques d'investissement et j'ai pu avoir mon stage, du coup. D'accord, ok. Et du coup, à la suite d'avoir suivi ces programmes, qu'est-ce que ça t'a apporté, on va dire, dans un premier temps? Le truc le plus direct, est-ce que c'était d'abord
une rentabilité sur les marchés ou est-ce que c'était d'abord plus le côté professionnel parce que toi, au bout du compte, c'est ce que tu visais, tu voulais travailler en finance, etc. C'était quoi le premier impact? En fait, le premier impact, c'était d'abord la compréhension. Le Graal de Ah ta oui, merde. d'accord. Tout est interconnecté, ça fonctionne comme ça fonctionne comme ça. Et en fait, du coup, ça t'amène la professionnalisation du truc. C'est-à-dire, tu te dis, OK, maintenant, je peux aller parler à un gars qui est en finance, je peux lui expliquer. J'ai pas besoin de lui dire, voilà, je fais des signaux de trading, je comprends pas bien. Là, tu peux parler d'économie surtout. Et c'est vraiment ça que ça m'a direct infligé. Et du coup, je te dis, quand je suis arrivé à Lyon et après quand j'ai commencé à démarcher les gens, j'avais beaucoup plus de confiance en fait parce que je savais toute la connaissance derrière. J'avais peut-être pas encore tout ce qui était technique, j'avais peut-être pas passé assez de temps, tu vois, j'avais pas une rentabilité, je savais pas exactement mes risques, mes rewards et tout ça, mais j'avais cette confiance en me disant bah je peux quand même aller démarcher et je comprends. Donc voilà. Et par rapport à ce que tu as vu, ce que tu as expérimenté en travaillant dans investment banking à Londres et société d'asset management à Paris, est-ce qu'il y avait des similitudes, des différences dans ce que tu as pu du coup apprendre, imprégner entre ce qu'on avait pu voir ensemble et ce que tu avais pu voir en fait de ton côté en stage? Et bah écoute, pour être tout à fait honnête, je pense que j'ai plus appris sur les deux formations que là quand j'étais en asset management. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pas. Alors, il y a des gérants, forcément, des gérants qui géraient beaucoup. Là, forcément, ils n'ont pas aucune connaissance, hein. Je dis pas le contraire. Mais en termes voilà, de connaissances macro, en fait, ils n'ont pas le temps de tout faire. C'est-à-dire qu'on est en France, donc il y a beaucoup de papiers légaux quand j'étais en asset management. Et du coup, on va dire qu'ils passent 50% du temps à régler des problèmes clients ou alors à faire de la paperasse, plutôt que vraiment être actif et à suivre, par exemple, s'il y a 5 analystes et qu'il faut suivre 300 boîtes derrière, en sachant que c'est à peu près, s'il y a 50 clients qui ont 20 lignes, bah, faut les suivre, les boîtes. En fait, ils n'ont pas le temps de tout faire. Du coup, on va dire que c'est un petit peu plus bâclé que vraiment faire un seul truc, le Forex, être à jour sur toutes les datas. Voilà, parce que quand il y a des boîtes, il y a les earnings. Donc, les earnings, c'est tout ce qui est les résultats en fait, des entreprises. C'est long à aller chercher, faut aller voir les transcripts, etc., etc. Donc voilà. Et quand j'étais à Londres, il y avait un petit peu moins cet aspect marché, mais il y avait quand même. Bah, de toute façon, investment banking, ouais, c'est moins ça. Voilà, c'est moins ça. Moi, j'étais vraiment sur des deals immobiliers, exactement. Donc c'était plutôt des gros deals, tu vois, des trucs à 200-300 millions sur des buildings. Donc il y avait énormément de data, de permis de construire. Donc c'était un petit peu moins marché, effectivement. Mais il y avait toujours des réunions. On avait un family office qui gérait un fonds. Donc je voyais un petit peu cette partie. Et ouais, non, honnêtement, ils font un petit peu moins de gestion que ce que je pensais. Et j'étais un peu déçu, pour être honnête. Et pendant tout ce temps, du coup, tu me disais tu tradais aussi en même temps. Tu tradais sur quels actifs? Ok, alors du coup, quand j'étais à Londres, en fait, c'est là où je me suis vraiment dit, bon, je suis tout seul, je connais personne, j'ai du temps, enfin j'ai du temps. Je suis au bureau, je peux avoir des écrans avec des graphiques, ça va pas trop se voir. Et du coup, là, j'ai commencé vraiment à trader activement et en fait, j'étais rentable. Alors, j'étais rentable, pas sur 10 ans, bien sûr, j'étais rentable sur. En fait, chaque mois, sur la période, j'ai fait 6 mois, j'ai dû faire peut-être du 10-11%, ce qui était très bien, je trouve, quand tu commences, en sachant que j'avais bien tâtonné avant, hein. Mais là, je veux dire, j'étais vraiment tous les jours. J'étais aussi dans le Data Analyst Pro Service. Et en fait, c'est super parce que du coup, tu peux vraiment comprendre comment toi tu fonctionnes et derrière, comment on analyse. Tu sais, ça permet vraiment de t'aider dans tes rapports. Après, je pense qu'il faut essayer un peu de se détacher parce que je me rappelle vraiment que j'étais tous les jours, tu sais, je regardais, j'attendais vraiment le truc. Et du coup, ouais, non, mais c'est ça. Et en fait, je pense pas que ce soit la bonne stratégie parce que c'est pas toi qui réfléchis derrière. Tu vois, je pense que vaut mieux faire d'abord son analyse et après peut-être comparer, voir un petit peu ce que tu penses. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir son truc parce que, je sais pas, le jour où tu le fais plus, en fait. Moi, je trouve qu'il y a deux avantages. C'est soit pour quelqu'un qui commence et qui, moi, c'est la raison pour laquelle je l'ai fait. Et maintenant, tu vois, le Data Analyst Pro Service, ça fait partie du Macro Trader Accelerator. Parce que je veux que quand quelqu'un rejoint, donc il a tout ce qui est théorique, même si j'essaye vraiment d'aller dans la pratique, mais surtout, il peut voir sur un marché live qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je pense, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai bougé de cette transaction pour aller mettre là-bas, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc pour un débutant, super intéressant. Ou à l'inverse, quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience, qui a déjà atteint un certain niveau seul et qui cherche plus à avoir quelque chose qui lui mâche un peu le travail, tu vois, comme n'importe quel fonds d'investissement, hedge fund, etc., qui
délègues aussi certains services de rapport, d'analyse. Ouais, la partie recherche, quoi. Exactement, pour que ça soit plus rapide, plus simple, des fois plus cost effective, parce qu'au lieu d'aller employer 8 analystes, bah, tu payes juste un service qui, eux, ont 8 analystes, mais plein de clients et ça. Donc ouais. Et du coup, si tu devais retirer une leçon, disons, de ton work experience en finance sur ces sociétés de gestion de fonds, ce serait quoi? Ce serait quoi le truc principal? Ce serait que, en fait, en finance, la partie performance, c'est 10%, le reste, c'est de la commission, de la paperasse et des deals. Ou alors, est-ce que c'est plus l'importance de la gestion de risque qui est vraiment omniprésente partout? Qu'est-ce que ce serait? Bah, on va dire, le premier choix que tu m'as proposé est assez pertinent quand même. On va dire que les performances en asset management, sauf si on a des très gros fonds, c'est pas ce qu'on pense. C'est-à-dire que à la limite, il vaut mieux investir dans un indice en ETF avec des frais très très bas, parce qu'en fait, les gérants sont toujours là. Moi, c'est vraiment le truc qui m'a marqué, c'est on va essayer de battre l'indice. Et en fait, c'est vraiment ce truc de se dire, mais alors, pourquoi on n'investirait pas dans l'indice? Déjà, premièrement, si le but vraiment extrême, c'est de battre l'indice, et quand ils battent l'indice, c'est en points, hein, c'est vraiment pas, ils font x2 sur l'indice. Donc vraiment, le truc qui m'a marqué, c'est voilà, la performance, elle n'est pas au cœur de l'activité. C'est-à-dire, il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de gestion client. Après, effectivement, en asset management, il n'y a pas que la performance. C'est-à-dire que c'est pas les clients donnent 1 million et puis on fait ce qu'on veut avec 5 millions. C'est-à-dire qu'il va y avoir la partie gestion des risques pour le client peut-être qui préfère des boîtes, peut-être qui préfère des classes d'actifs, il y a des clients par exemple qui ne veulent pas avoir d'euros, il y a des clients qui ne veulent pas avoir d'actions US. Donc en fait c'est une sorte de mélange qu'il faut avoir entre la performance, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas vraiment au cœur de l'activité, c'est qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Donc moi c'est ça qui me plaît honnêtement, c'est que ça peut te permettre d'avoir de la relation client, d'aller développer un petit peu tes assets, mais effectivement la performance est très dure à aller chercher, je trouve, pour aller battre des indices en asset management. Ok, je vois. Et donc maintenant, avec toute cette expérience pratique que tu as eue réellement sur les marchés, aussi couplée avec ce que tu aimes, qui est donc la partie business en finance, dans laquelle tu as déjà mis un pied, disons. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est quoi tes projets ou c'est quoi tes objectifs moyen terme, disons, ou ce sur quoi tu travailles, ce à quoi tu aspires? Ok, donc là, je suis en train de créer une société de gestion, donc de l'asset management. Donc, je suis associé avec 2 personnes qui ont 20 ans d'expérience. Donc, ça me permet, parce que je pense qu'on ne peut pas créer d'asset management et avoir toutes les cartes en main quand on a 20 ans, ce n'est pas possible. Donc, vraiment, moi, j'apporte cette partie technologique. Donc, j'en reparlerai un petit peu, tout ce qui est automatisation, maintenant, tout ce qui est intelligence artificielle. C'est vraiment une sorte de puzzle qu'on réunit et après, ça fait un petit peu la sauce. Mais voilà, donc ça, c'est ce que je veux faire et ce qui va se lancer en septembre. En termes d'objectifs, donc en fait l'asset management, pour ceux qui connaissent pas bien, le but c'est d'avoir le plus d'encours, hein, entre guillemets. Donc l'encours, le but c'est d'avoir le plus d'encours. Ok. Donc vraiment l'asset under management qu'on gère. Donc par exemple gérer 50, 100 millions, 200 millions. Donc on va dire que mon premier objectif, pour nous, il est de 100 millions à aller chercher sur les 1 ou 2 prochaines années. Et mon objectif moyen terme, on va dire à 5 ans, c'est d'aller chercher 1 milliard. Et puis, d'ici 10 ans, d'aller chercher 10 milliards en asset under management. Et puis après, potentiellement, aller développer des offres à l'étranger. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, pour revenir un petit peu sur mon parcours, je voulais intégrer un master en finance. Donc là, j'étais en bachelor, donc en 4 ans. Et après, la suite logique pour moi, c'était vraiment d'aller chercher un master en finance, un très bon master en finance, pour aller chez Goldman ou chez... peu importe la boîte, Morgan Stanley, pour faire du trading. Et voilà, je me suis dit, bon, c'est un petit peu la voie que je vais emprunter. Et donc, à ce moment-là, j'avais pris quelqu'un pour m'aider à développer mon profil parce que je voulais rejoindre des écoles comme j'avais MIT Sloan et Columbia en target. Donc, très compliqué. C'est des tests, donc c'est le GMAT. Je ne sais pas si tu connais. Donc voilà, c'est un test sur 800 et il faut avoir, pour ce genre d'école, au moins 700. Et la moyenne, je crois qu'elle est à 450. Donc en fait, la première partie de mon stage, j'étais à la bibliothèque tous les soirs et je bossais à mort le GMAT. Donc voilà, et en fait, j'ai eu cette opportunité en même temps. Donc j'étais à peu près à la moitié de mes révisions et je me suis dit, bon là, il faut faire un choix. Soit je continue encore de réviser pendant 3 mois, 4 mois et puis je play en janvier. Et puis voilà, après, je me retrouve pendant 2 ans encore en master en finance. Et ensuite, il faut que je fasse des stages et puis en gros, j'en ai pour longtemps. Ou soit
je quitte tout, entre guillemets, j'arrête et je me dis, bon, je me lance. Et donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai arrêté et je me suis dit, allez, je me lance et voilà. Ok, ok. Et maintenant, donc, cette société de asset management donc, que tu comptes lancer en septembre, donc bientôt, Ouais. avec tes deux associés, quel est on va dire, sur quoi est-ce que c'est basé? Quel est le fondement? Donc, où est-ce que vous allez lever des fonds, Ouais. premièrement? Et deuxièmement, quel va être le moyen de multiplier l'argent des clients? Quelle est l'approche? Et toi-même, quel va être ton rôle dans cette structure? Ouais, ok. Euh, alors, donc, en fait, vraiment, l'objectif de cette société, c'est, comme je disais, je travaille avec des gens qui ont déjà de l'expérience dedans. Et en fait, il y a beaucoup de problèmes, entre guillemets, que les clients ne voient pas. C'est-à-dire les frais très élevés. Donc, les frais, il y a des clients qui signent, ils ne savent même pas combien ils payent. Pour être un peu technique, il y a des frais d'arbitrage, il y a des rétrocessions. Donc, les rétrocessions, c'est tout ce qu'on récupère. Par exemple, je vais donner un exemple assez simple. Imaginons, on veut mettre 1 million dans un fonds, par exemple un fonds Rothschild. Et ben en fait, le client pense que c'est bien, voilà, c'est Rothschild, mais en fait, derrière, il y a des frais d'entrée. Donc déjà, ça peut être du 2-3%. Donc ça, c'est encaissé par le client, mais quand il signe avec une société de gestion, ça, il ne le voit pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose déjà. Donc si on met 1 million sur ce fonds-là, bah, lui, il part avec moins 2% déjà. Et en gros, nous, on récupère 1%, les sociétés récupèrent 1% de ce frais. Et en fait, les sociétés se rémunèrent vraiment comme ça sur des frais que les clients ne voient pas. Donc c'était vraiment quelque chose, quand on m'a expliqué ça, je me suis dit, c'est pas que c'est pas éthique, mais parce qu'aujourd'hui, je pense que 99% des sociétés le font et c'est vraiment le fonctionnement. Je pense pas que ça dure dans le temps parce que maintenant, avec toute la connaissance que les gens peuvent avoir, tu sais, la finance, c'est assez flou. Si tu veux aller souscrire une assurance vie, tu vas pas bien comprendre. Très opaque. Il y a des gens, par exemple, des gens qui ont été artisans toute leur vie et qui ont des boîtes, hein, des grosses boîtes, bah, eux, ils vont pas forcément comprendre. C'est un nouveau monde, tu vois. Et du coup, ils peuvent se faire, entre guillemets, avoir assez rapidement. Donc, la vision, c'est vraiment être très transparent sur les frais. Alors, je dis pas qu'il y aura pas de frais, mais on va pas être lié, on n'aura pas de rétrocession avec des boîtes. C'est-à-dire, on ira que sur des actifs en direct. Donc, des boîtes en direct, des obligs en direct, un peu de private equity aussi, mais le but c'est de limiter vraiment ces fonds et exactement, donc avoir des ETF par exemple qui sont très très bien honnêtement, un ETF S&P 500, pas de frais. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu la vision et puis rapporter aussi de la tech dans les boîtes parce qu'aujourd'hui, Mais alors attends, du coup, question, parce que donc là, réduire les coûts pour les clients, donc ça, je suis d'accord. ouais, Mais maintenant, toi, en tant que société de asset ouais, management, pourquoi tu veux faire ça? Donc le côté éthique, oui, mais le côté argent, du coup, ça vous fait un manque à gagner. ça nous fait effectivement un manque à gagner, mais Ok. on va dire qu'en finance, déjà la base est très élevée. Par exemple, je vais donner un exemple, si une société de gestion elle gère 100 millions, s'il y a des frais de gestion, donc des frais, le client nous rapporte, on gère son contrat, quoi. 1%, c'est déjà 1 million de chiffre d'affaires. Donc c'est déjà énorme, en sachant que les frais de gestion peuvent aller jusqu'à 2%. Là, Vous voulez faire quoi? Un classique 220 ou... non, je pense qu'on sera autour des 1,50, entre 1 et 1,50 de frais de gestion. Ok. Et performance fee? Performance fee, 20%, au-delà de peut-être 10%, 20% de performance fee exact. Donc voilà, donc effectivement, on a un manque à gagner, mais on va dire que quand on va démarcher des clients, c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, de récupérer ce genre de clients parce que nous, notre stratégie, certes, elle est différente, mais nous, on va essayer d'aller chercher le volume parce que vaut mieux, c'est sûr que gérer 100 millions à 3,5% parce que c'est ce qui peut se passer. Hein. Si les sociétés sont assez fortes, elles peuvent aller jusqu'à 3,5-4%. Donc, c'est 4 millions de chiffre d'affaires. Nous, c'est sûr qu'on descendra à 1,5. Mais derrière, on va essayer d'aller chercher plus de clients. On est vraiment dans une optique de, comme je disais, d'aller chercher 10 milliards. Je pense que pour aller, parce que dans un second temps, on va sûrement aller voir des fonds d'investissement avec notre modèle en fait, en disant voilà, et on va rajouter beaucoup d'intelligence artificielle et d'automatisation, ce qui nous permet de réduire les coûts. Donc, on va pouvoir arriver avec un modèle qui est vraiment différent et les fonds vont pouvoir nous donner du cash en fait. Et nous, on va aller racheter des sociétés comme ça. Donc, c'est vraiment le modèle, c'est vraiment l'asset global. Et sur la partie du coup de levée de fonds, donc tu m'as dit objectif 100M, 1B, 10B. Ouais. D'où? Où est-ce que vous allez aller chercher cet argent? Je te donne un exemple. Là, j'ai un ami ici à Panama qui a créé un fonds d'investissement spécialisé crypto. Ok. Et à la suite de ça, donc c'est plus son associé, mais lui aussi bouge beaucoup, mais son associé est presque tout le temps fourré à Dubaï. Ouais. Parce que pour lui, c'est le cas, mais c'était plus simple de lever des fonds à Dubaï qu'aller lever des fonds à Panama. Il y a juste plus de monde en fait, tout simplement. Ouais, bien Donc, sûr. lui, c'était ça la strat. Vous,
C'est quoi? C'est par tes deux associés qui ont tout un réseau où vous allez lever ou comment vous allez lever? Comment vous allez trouver ces clients? Ouais, en fait, exactement. Ils ont accumulé énormément d'expérience, donc énormément de réseaux. Ok. Donc, en fait, on va déjà partir avec une bonne base de données et une bonne base client qui va être assez conséquente pour nous. Et puis après, derrière, on a plusieurs canaux pour aller chercher des nouveaux clients. Donc, ça, c'est dans un premier temps. Donc, ça, on va dire, c'est aller un peu pour aller chercher les 100 M. D'accord. Entre guillemets, c'est en fait en finance, les gens ne se rendent peut-être pas compte de 100 millions ce que c'est, mais C'est pas beaucoup. 100 Ouais. millions, c'est 100 millions, c'est pas énorme en réalité. Enfin, pour un individuel, c'est énorme, mais pour un fund, pour un fonds d'investissement, Exactement, c'est pas c'est-à-dire qu'il y a des clients qui peuvent peser 10, 20 millions. Bon, voilà, il en faut 3, 4. Je dis pas que c'est facile à aller chercher, je dis juste qu'en finance, 100 millions, c'est pas énorme. Donc, ça, c'est notre première partie. Et après, justement, aller voir un fonds où là, derrière, nous, on va aller racheter des cabinets. Donc, en fait, ce qui se passe, pour les gens qui ne connaissent pas exactement, c'est vraiment, on va racheter un cabinet, une société de gestion, par exemple, qui gère 200 millions. Donc, elle a un prix, par exemple, 5 millions d'euros. Et nous, on le rachète. Et puis, nos clients, on les réintègre dans notre société. Et en fait, c'est un calcul de marge, hein, concrètement. Je capte. Et donc toi, quel va être ton rôle dans cette structure? Qu'est-ce que Marceau apporte? Qu'est-ce que Marceau apporte? Beaucoup de tech. Comme je le disais, aujourd'hui, les sociétés de gestion sont dans une sorte de bulle un petit peu parce que c'est des gens qui, pour créer une société de gestion, il faut avoir de l'expérience. Il faut avoir 15 ans d'expérience, il me semble. Et en fait, c'est des gens qui ont maintenant, je pense qu'autour de 60-65 ans qui dirigent. Donc, ils sont un petit peu moins dans ce développement. Donc, par exemple, il y a plein de sociétés qui n'ont pas d'interface pour leurs clients. Il faut aller directement sur le site de la banque pour les clients ou sur le site de l'assureur pour aller voir leurs assets. Donc, on va aller développer ce genre d'outils. Et moi, mon rôle, voilà, c'est vraiment le développement tech, donc des outils, et aussi des outils d'automatisation. Donc, c'est vraiment, par exemple, on va récupérer toutes les données. Donc, par exemple, pour l'analyse financière, comment ça fonctionne? On récupère des données via API et ensuite on les retraite via des LLM, donc des modèles d'intelligence artificielle, en sachant que, voilà, je dis ça un petit peu en global, mais c'est assez long à faire. Hein. C'est pas, on récupère 3 données, donc voilà, il y a plusieurs providers qui permettent de récupérer les données clients, donc les comptes clients. Ensuite, il y a les données financières, donc tout ce qui est FOMC, toutes les données un petit peu plus macro. Là, vous allez chercher les API où ça? Là c'est le provider s'appelle Saint-Louis. Et donc, en fait, c'est des API ouvertes. Donc, en gros, c'est une request. Donc, tu fais la request, tu mets le lien. Et en fait, tu récupères directement en direct la valeur. Et ensuite, donc ça, c'est pour la partie un petit peu fonda. Ouais, donc toutes les données macro, vous les extirpez de ça et vous allez les plug où ça? Et après, nous, on les plug dans notre logiciel. Et après, nous, on le retravaille derrière. Donc, c'est vraiment un algo. Donc, il y a cette partie-là. Et après, nous, il y a beaucoup de stocks, comme je disais, ou d'oblig. Et là, c'est pareil, c'est un provider qui permet de récupérer toutes les données. Et on les retraite derrière. Donc, c'est vraiment un cheminement, en fait. On part du haut et on retrace à chaque fois du bas. Donc c'est quand même compliqué. C'est-à-dire que c'est pas juste on balance toutes les données et on met un chat GPT qui tourne et après il nous donne des réponses. Non, c'est vraiment, faut comprendre comment ça fonctionne. C'est vraiment le travail d'un humain que quelqu'un ferait. Bah, c'est ce que j'allais dire. Là, de ce que tu me dis, j'ai l'impression, mais c'est surtout en fait Enfin, là où vous pouvez avoir un avantage, c'est que vous remplacez pas mal de travail humain, dans le sens où moi, quand j'étais au fund où je travaillais, il y avait pas mal de PhDs qui, leur taf, c'était de créer des modèles financiers. C'est tout ce qu'ils faisaient. Vous, en gros, avec ce genre de process, l'objectif, c'est de remplacer finalement ces personnes-là. Ouais, Et exactement. donc, quand tu disais, par exemple, arriver à générer un 2,5% du AUM sur l'année, si vous êtes à 100 M, ça fait 2,5. 2,5, s'il y a une équipe de 30, bah, c'est de la merde. Bah oui, concrètement. 2,5 si vous êtes 4, c'est pas mal. C'est exactement le modèle et c'est pour ça qu'on va être très transparent sur les frais et être assez descriptif. Dans le sens où nous, derrière, on aura concrètement, hein, le taf de 30 analystes, je pense, sans exagérer. Mais derrière, nos coûts sont très faibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les automatisations, les données, certes, ça coûte un peu cher, les données. Mais si on regarde un peu le salaire moyen d'un analyste première année, si on le multiplie par 30, bon, voilà, ça fait des chiffres d'affaires enfin des résultats nets qui sont bien plus bas que si on a énormément d'automatisation. Et c'est vraiment cette partie qu'on veut développer. Après, ça n'empêche pas, il faut garder le contact humain. Hein. Je ne dis pas qu'on n'aura pas de contact humain. Il faut garder le relationnel. C'est ce qui prime avant tout avec les clients, surtout sur des fortunes. Mais ça permet derrière nous d'avoir des belles perfs. Voilà. D'accord. Et vous allez baser le fund en France? Ouais, on le base en France parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on sera agréé vers AMF, donc Autorité des marchés financiers.
Et donc obligatoire, on avait regardé un petit peu pour Luxembourg, mais trop compliqué. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses a été ce que tes donc, deux associés, qui ont plus de 20 ans d'expérience chacun dans le monde de la finance, ont aimé chez toi, vu chez toi, et de différents? Parce que tu as 20 ans, félicitations encore une fois. Merci. Félicitations, mais c'est vrai que c'est très jeune. Qu'est-ce que tu penses a été le truc où ils se sont dit, attends, lui, il y a un truc, c'est différent. Bon, c'est pas le mec de 20 ans normal. Bon, bah, Parce que les mecs de 20 ans qui ont faim et qui font des études de finance, il y en a plein. ouais. Pourquoi? Je pense, je pense que c'est vraiment ma motivation, même s'il y a beaucoup de gens motivés, c'est que je pense être quelqu'un qui est motivé, mais qui sait où il va. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé, tu vois, il me demandait, qui a de l'ambition aussi, hein, il me demandait, voilà, c'est quoi un petit peu tes objectifs? Moi, j'ai aucun mal à leur dire, bah écoutez, j'espère qu'un jour on sera valorisé les 500 millions. Il y a des gens qui le font. Je pense que l'âge, c'est pas le truc le plus important. En fait, le plus important, c'est vraiment de réussir à regrouper des gens qui ont envie et avec qui tu peux travailler. Et je crois que c'est Steve Jobs, tu vois, il savait pas coder une ligne de code et juste le gars arrive à vraiment rassembler des gens qui fonctionnent ensemble. Donc je pense qu'il y a eu vraiment cette partie où voilà, j'ai très motivé, très fin. Après, je touche vraiment à tout pour le coup. Je pense qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que je peux aller faire un site, comme je peux aller faire de l'automatisation, un rendez-vous client. Tu vois, je pense qu'il y a aussi cette partie où j'ai fait beaucoup. Ouais, je suis assez polyvalent et il y a beaucoup de tout ce que j'ai fait dans mes stages. En fait, j'ai vu beaucoup de trucs et tu vois, je suis quelqu'un qui apprend énormément. Tu vois, je vais aller lire des livres, je vais aller apprendre des nouveaux trucs tout le temps. Et après, je pense qu'il y a aussi le truc que c'est bien d'avoir toutes ces connaissances, mais je pense qu'il faut aussi savoir se vendre soi-même. C'est-à-dire que t'as beau travailler à mort, t'as beau être super bon, à un moment, dans la vie, tout se vend, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut réussir à montrer qui tu es. Et voilà, donc je pense que le sport a fait une partie intégrante de ma vie maintenant, où voilà, je sais que sans effort, il n'y a rien. Et il faut passer à l'action parce que j'ai plein d'idées, j'ai toujours eu plein d'idées. Et en fait, en parlant avec des gens qui ont des entreprises, parce que j'ai oublié de mentionner ça, j'ai travaillé en début d'année, en septembre, avec quelqu'un qui bossait chez LVMH, qui a créé sa boîte. Donc c'est une dame qui est très gentille. Et du coup, je bossais avec elle sur le développement de sa boîte. Et c'est là où en fait, on a eu des discussions. Elle me disait, écoute, moi j'ai 40 ans, ouais. Et elle m'a dit, j'aurais dû le faire avant. Créer sa boîte. Ouais, créer sa boîte. Et les deux personnes avec qui je m'associe, pareil, ils ont toujours attendu. Et je pense que j'allais peut-être un jour entrer dans ce module-là où je me suis dit, je vais aller chez peut-être Goldman ou ce genre de truc. Ensuite, je vais faire 5-10 ans, je vais bien gagner ma vie. Peut-être là, tu vois, je vais En passer fait, tu suis la rivière qui est déjà faite. Moi, c'était le truc qui me faisait peur quand j'étais à l'université. Ouais. C'était en fait, faire comme tout le monde, c'est-à-dire terminer mon bachelor, faire le master, du coup faire les applications à toutes les banques d'investissement, aller quelques hedge funds en espérant qu'il y en a un qui passe. De là, tu rentres. Généralement, tu te fais matraquer niveau taf parce que tu es first year analyst et on te démonte. Mais tu te dis, ça va aller mieux. Donc, tu fais une deuxième année, puis une troisième, puis une quatrième, puis tu n'en peux plus. Tout le monde veut arrêter. Je dis, bah, je fais une pute, quoi. Je vais pas arrêter maintenant, sachant qu'en plus, derrière, je peux devenir partenaire et que si et que ça. Donc, au final, tu vois. Et en fait, sont passés 15 ans et tu te dis, putain, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai suivi le chemin que tout le monde suivait, en fait. Et moi, c'est un truc qui me faisait très peur. Et c'est pour ça que j'ai voulu bifurquer assez vite. Ouais, bah, c'est exactement ça. Et puis, on va dire que je pense que tu es dans la même optique que moi, mais je préfère tout donner pendant 2-3 ans de ma vie que après bosser plus tard pour un gars et qui, tu vois, même aussi ce qui m'a vraiment fait switcher, ça a vraiment été quand j'ai été dans des stages, j'ai énormément d'idées. Il y a aussi cette partie pour répondre à la question d'avant, c'est que j'ai beaucoup d'idées, c'est-à-dire que je vais toujours essayer d'aller chercher vraiment le petit truc en plus. Et à chaque fois que j'étais dans mes stages, tu vois, je proposais des choses que je pense vraiment intéressantes. Et à chaque fois, c'était ouais, non, c'est trop compliqué ou tu sais, pas assez de crédit. Et je me suis dit, bon, en fait, j'en ai marre. J'en ai marre de proposer des idées, que les gens soient en mode un peu bof. Alors que justement, les associés à qui je proposais, à chaque fois, je leur proposais un peu les idées, tu vois, et ils étaient en mode non, mais c'est génial. Donc, je me suis dit, écoute, j'arrête, je travaille pour moi, j'ai des gars qui ont de l'expérience. Maintenant, les idées, on y va, on travaille. Après, bien sûr, je dis pas que ça va marcher. Juste, je vais tout donner et puis on verra. Hein, mais voilà. Pas de regret. Tu vois, c'est ce que j'aimais bien avec ton profil, dans le sens où, alors tu vois, c'est profil un petit peu différent de beaucoup qui ont eu du succès avec le programme, etc. Mais c'est que, alors je sais pas pourquoi, mais généralement, j'ai tendance à attirer des profils qui sont super intéressants. Je veux dire, quand je compare, enfin, tout le monde se connaît, etc. Mais tu vois, quand on regarde la qualité de communauté, la qualité de personnes qui
qui s'intéressent, qui regardent les vidéos de quelqu'un, pour beaucoup, c'est un peu, bon, pas des profils qui sont dingues. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des gens très divers et variés, mais souvent des gens très intelligents. Et comme toi, qui, on va dire, un parcours différent dans le sens où toi, ce qui t'intéresse, c'est le côté business dans le monde de la finance, mais tu as réussi à du coup prendre les informations qu'il te faut pour arriver à tes objectifs. Ça, je trouve ça super intéressant. Et ma question maintenant, c'est si on revient sur le côté trading, toi, donc, sur les périodes où tu as réussi à atteindre une rentabilité, très courte, je le précise. Ouais, mais parce que ça t'est. Oui, parce que tu as voulu passer à autre chose, disons. Mais ce que je veux dire, c'est que quels étaient les assets que tu tradais et quelle était ta manière de faire, disons. Oh bah alors concrètement, je tradais Forex, comme je disais tout à l'heure. Et donc j'avais le Data Analyst Pro Service le matin, je lisais, ensuite je regardais. Franchement, je faisais du copier-coller de ce que tu faisais. C'est-à-dire que je faisais vraiment Forex, je regardais, je faisais à peu près les mêmes time frames. Je mettais beaucoup du Data Analyst Pro Service, même trop, je pense. Et voilà, et en fait, il y avait un petit problème, c'est que vu que je bossais beaucoup et que j'avais mes écrans, je regardais beaucoup trop. C'est-à-dire que... Tu regardais trop les marchés? Ouais, je faisais comme je disais, 8h, 22, 23h. Et j'avais toujours l'écran à côté. Et il y avait cette espèce de, tu sais, un peu de, pas de FOMO, mais je sentais que ça me prenait trop. T'as envie de toucher, ouais. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est pas bon d'être tout le temps devant les écrans. Et moi, j'avais ce truc de, je bosse dans un taf où, de toute façon, il faut que je regarde un peu les marchés. J'ai mon écran et c'est vraiment ça et c'est là où je me suis vraiment dit, je pense que c'est pas fait réellement pour moi parce que même si je suis tout seul chez moi et que ça fonctionne bien, je pense qu'il y a un moment où je vais craquer, tu vois. Je pense que la partie émotion du trading, quand c'est pour toi, c'est très très compliqué en sachant qu'en asset management, tu gères pas pour toi, tu gères pour tes clients et je trouve qu'il y a vraiment une différence. Et c'est vraiment ça qui m'a marqué et pourquoi, entre guillemets, j'ai un peu fini le truc où je me suis dit, certes, je vais peut-être tenir 6 mois, 1 an, je tiendrai jamais 10 ans. Je me connais et je pense qu'il faut savoir aussi se dire, ouais, c'est peut-être pas pour moi, mais comme tu le dis, après, avec toutes les connaissances que tu as, il y a 1 million de choses de faire, honnêtement. Il y a 1 million de trucs à faire, donc voilà. Et c'est intéressant dans ce que tu dis de passer sa journée et avoir les écrans. C'est que, alors moi après j'ai pris le pli, mais donc quand j'étais au fund où je travaillais, il y avait le head of asset management. À chaque fois, donc lui il venait un peu plus tard généralement que les autres. Il venait, il se calait, donc il avait ses 4 écrans, son Blue Max Terminal, etc. Il commençait à taffer, il faisait ce qu'il avait à faire, disons. Et généralement, soit il envoyait ses premières positions, ou enfin ses premiers trucs, il était souvent sur du 5 ou 15 minutes, et c'est lui qui tradait très souvent euro-yen. Ok. Et d'où la raison pour laquelle moi ça m'a collé beaucoup euro-yen. Ça venait souvent, ce gars. Bref, et donc ça. Et généralement, sur les coups de 9h30, 9h45, tu savais qu'il avait passé ses ordres ou qu'il avait fait ses trucs, parce que c'est bon, il se levait, il prenait ses affaires et il allait manger un cheese sandwich. Tu vois, c'est à Mayfair, il y avait le petit truc là à côté de Hyde Park. Et bref, il allait là, il prenait son cheese sandwich, son coffee, il revenait. Bon, bref, et après, c'était un peu plus chill en quelque sorte, mais il se mettait ses breaks en fait. Donc après, moi, j'ai eu le même truc. Moi, je prenais ham and cheese sandwich, mais sinon, j'avais le même process, tu vois. Ah ouais, mais je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire dans le sens où, en fait, être tout le temps dessus. Et il me semble que c'est toi qui dis ça, mais c'est pas parce que tu passes 24 heures dans ta journée que forcément t'auras le bon truc. C'est pas plus tu travailles, plus tu as de résultats en réalité. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment comment tu arrives à orchestrer tout ça pour être bien dans ta tête, pour avoir ta strat, être confiant aussi. Hein, tu vois, faut être confiant dans. Tu vois, quand tu passes un trade, même si ça part un peu mal, je pense que si tu as confiance en ta stratégie, c'est là où ça passe. Mais effectivement, être tout le temps sur ces écrans, essayer toujours tout rechallenger, ça sert à rien. C'est comme quand tu crées une boîte, au bout d'un moment, faut y aller. Tu peux jamais faire tout parfait de toute manière. Et effectivement, c'est un peu le truc ingrat du trading. C'est pas le nombre de temps que tu y passes avec le nombre de résultats que tu as. Quoi. Et du coup, si tu devais faire passer un message à un jeune qui regarde cette vidéo, qui est intéressé dans le monde de la finance, disons qu'il y a 2 variables. Le premier gars qui est intéressé dans le monde de la finance, qui veut travailler en finance, qui veut être trader ou travailler en hedge fund, en société d'asset management, etc. Qu'est-ce que tu lui recommanderais? Et la deuxième, quelqu'un qui est juste intéressé de ouf par le trading, les marchés financiers, qui regarde cette vidéo, voilà, qui aimerait se lancer, voilà, qu'est-ce que... Ok, donc pour la première personne, faut déjà suivre les études parce que honnêtement, c'est très compliqué de rentrer si on veut la voie professionnelle. On a beau avoir des connaissances malgré tout, au bout d'un moment, ils vont demander un CV ou quelque chose. En fait, il y a un tri initial qui est fait et t'as beau être
extrêmement bon, avoir plus de connaissances que n'importe quel gars qui a des diplômes et des masters. En fait, à partir du moment où le mec il a 2000 applications, bon, d'abord il va faire un tri sur le diplôme. Ensuite, on va regarder qui sont les personnes. C'est triste, mais c'est triste, mais c'est réel. Donc je pense qu'en fait, il faut, moi, si je devais le refaire et si je voulais vraiment bosser dans un truc, faut faire les études et pendant ce temps, en fait, il faut développer ses skills. C'est-à-dire que tu fais les études, donc comme ça, en fait, tu n'as pas ce premier blocage, donc tu passes à ce niveau-là et une fois que tu passes, normalement, c'est là où bah, en fait, ils vont te prendre toi parce que toi, derrière, ils vont… Tu fais la différence. Tu fais l'entretien. Pour moi, une fois que tu fais l'entretien, c'est bon. C'est-à-dire que tu fais l'entretien et là, c'est là où il faut déballer ce que tu sais. Faut être confiant aussi, pas trop, mais tu vois, il faut vraiment arriver en se disant, voilà, ils voient un gars qui est vraiment vénère, ils se disent, ok, le gars, il a des connaissances, il a les études, donc il check le truc un peu études. Et puis je pense que ouais, c'est vraiment l'approche à avoir. Après, est-ce qu'il faut faire un master, un bachelor? Je sais pas, ça dépend aussi, je pense, que du réseau. Hein, honnêtement, on va pas se mentir. Le réseau peut jouer dans tous les stages et tout ça. Et voilà, c'est vraiment faire des stages. Essayer vraiment d'aller s'auto-challenger sur les stages et pas prendre le premier qu'on voit. Parce qu'après, tu vas rentrer dans une sorte d'engrenage où bah, si ton premier stage il est un peu bof, bah, ton expérience, ça va être le stage d'avant. Et du coup, ça va être compliqué tu vois, de monter en palier ou alors ça va te prendre beaucoup de temps. Donc, je pense que vraiment, les gens, il ne faut pas qu'ils hésitent en se disant « Ouais, mais là, je suis en première année, je vais peut-être pas essayer d'envoyer à des fonds, on s'en fout. Et avoir peut-être un track record. » C'est ce que je dis, il faut vraiment bosser en même temps, par contre, que les études. Mais tu montres que tu as une bonne école, tu montres que tu as des skills. Et je pense qu'il faut essayer aussi d'aller contacter peut-être des gens. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui le font sur LinkedIn. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins aller discuter, prendre un café avec des gens sans être vraiment intéressé, tu vois, vraiment juste t'essayes de développer une sorte de connexion avec le gars qui t'explique un peu ce qu'il fait, machin, et puis peut-être que lui un jour il t'aidera, peut-être pas maintenant ou peut-être dans 5 ans, tu vois, mais ça servira au bout d'un moment, quoi. Donc ça serait ouais, mon conseil pour ce genre de personnes. Et la personne maintenant qui veut se lancer dans le trading, sachant que toi, tu as pu passer par plein d'erreurs, etc., Ouais. serait quoi ton conseil? Quelqu'un qui se dit, putain, le trading, ça a vraiment l'air stylé, ça a l'air d'être un moyen de faire de l'argent. Qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, pas de faire de signaux de trading, premièrement. Et bah ouais, pour le coup, regardez d'abord, je pense, tes vidéos pour vraiment voir que, tu vois, faut que les gens ils aient confiance dans le sens où il faut qu'ils aiment ton approche, tu vois. Je pense que maintenant que tu as fait beaucoup de vidéos, moi, quand j'ai pris le programme, je pense qu'il y en avait beaucoup moins que maintenant. Je pense qu'il y a des vidéos où tu vois, t'expliques un peu ce que tu expliques dans le programme. Et c'est vraiment cette approche qui est tout au long du programme. Et voilà, moi, je conseillerais fortement de prendre le programme en sachant qu'il ne faut pas se dire quelque chose. Par contre, c'est si on est intéressé, ça ne va pas se faire en 2 mois. C'est-à-dire que le programme, on est d'accord, c'est hyper bien en termes de connaissances. On a tous les outils, mais derrière, par contre, il faut vraiment aller chercher. C'est du travail long terme, c'est-à-dire c'est du 1, 2 ans, peut-être 3 ans. Et il ne faut pas se dire dès qu'on a un échec, on arrête. Voilà, donc il faut vraiment aller chercher toutes les connaissances qu'on peut. Et je pense que le programme est génial pour ça. Okay. Et est-ce que tu penses que c'est possible de gagner sa vie grâce au trading? Ouais, complètement. Ouais, complètement, il y a aucun doute là-dessus. Après, forcément, c'est comment on va développer le capital de départ. Je sais qu'il y a les prop firms, je ne suis pas un expert là-dedans. Mais maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de solutions. Et je vais dire un truc, en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a énormément de gens qui ont de l'argent et qui veulent en faire quelque chose. Si vraiment il y a un edge et si tu arrives à être profitable même si tu fais du 10% sur 1000 euros, après, il faut se vendre. C'est toujours la même chose. Hein, mais si tu arrives à te vendre, tu peux aller gérer du 1-2 millions. C'est peut-être… faut s'enlever ces barrières psychologiques, c'est ce truc. C'est qu'il faut vraiment se dire, bah allez, je vais aller démarcher et tu vas avoir n'importe qui, tu fais du même 10-15% par an. Si tu arrives à le vendre, si tu es très pro dans ton approche, que tu aies 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu peux gérer et gagner très bien ta vie, honnêtement. Bah, je ne sais pas si tu te rappelles, mais dans le programme, il y a une leçon qui est où trouver l'argent. Exactement. Où je parle de ça, justement, ouais. Et d'utiliser, par exemple, le S&P comme un benchmark. Et en fait, surtout montrer, et pour moi, c'est la beauté souvent du trading, la manière que j'opère, c'est qu'en fait, tu peux moduler le risque par rapport à la prise de risque voulue du client. Ouais. Et pour revenir sur on va dire la levée de capital, tu parlais des prop firms. Prop firms, ouais. C'est un très bon moyen aujourd'hui, c'est un moyen qui est très utilisé. Ouais. Mais des moyens, il y en a plein. Et comme tu as dit, de l'argent, il y en a beaucoup, il y en a partout. Et le problème, généralement, il n'est pas là. Un des problèmes que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils se disent qu'en fait, leur plus gros problème, c'est le capital. Sauf que ce n'est vraiment pas le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est d'arriver à être rentable, d'arriver à faire du cash, d'arriver à être performant, d'avoir une bonne émotion, de tout ce qu'il y a en fait à côté. Une fois que tu as tout ça, franchement, le capital, il va presque venir seul à toi. C'est un petit peu comme le truc de networking où tu peux
faire du networking où tu es con comme tes pieds, tu sais rien sur rien et que tu fais du networking à la force et ça va pas mener, ça va rien faire en fait, ça va te servir à rien ce networking. Ou alors, tu te développes toi-même, tu arrives en fait à un point où le networking il se fait tout seul parce que les gens ils veulent prendre un café avec toi, ils veulent parler avec toi, etc. Donc, Ouais, non, mais complètement. Je vois pas, pour être dans ce milieu, je vois pas par exemple, un seul client qui est un peu, tu vois, qui est un peu entrepreneur ou ce genre de truc. Le gars, il arrive, tu fais même, voilà, comme il y a des indices, si tu bats déjà l'indice, tu fais mieux que même les fonds, hein. Je pense que les gens, ils peuvent regarder, tu sais, les perfs des fonds ou les perfs des hedge funds. C'est pas du 15 ou 20% par an, hein. Je veux dire, là, si quelqu'un arrive. Alors, il y en a. Oui, il y en a, mais je veux dire, c'est pas la majorité. Ou slash, il faut avoir des gros fonds. Et là, ils peuvent te faire rentrer dedans. Mais je veux dire, si quelqu'un arrive à faire 15-20%, même 10, non, mais franchement, 10-15% par an, le capital, il va suivre, mais tout de suite. Je veux dire, après, il faut aller un peu se vendre, machin, mais moi, je prends tous ceux qui me disent qu'on fait 15% avec un track record de 2 ans, ils viennent chez moi, hein, pas de souci. Petite question aussi que je me demandais, j'y ai pensé hier soir. Mais parce que hier tu m'en as parlé, là tu l'as répété, mais donc l'impact du programme Smart Finance Pro, Macro Trader Accelerator, etc. Très bien, très cool, génial. Est-ce que tu m'as laissé un avis sur Trustpilot? Non. Non, j'avoue, c'est vrai. J'étais sûr parce que en fait, je me suis mis à ta place et comment je fonctionnerais, disons. Et s'il y a un truc que j'aime beaucoup, ça me viendrait même pas à l'idée d'aller laisser un avis pour dire c'était génial, etc. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Ton avis, il est en live. Ouais, c'est déjà mieux de faire une vidéo. Non, mais c'est vrai. Et puis je pense qu'aussi, à ce moment-là, quand je l'ai pris, tu vois, attention à ce que je vais dire, mais c'était tellement bien que je me suis dit, tu vois, pour moi, il y a une sorte de compète. Je me dis, vas-y, si tout le monde a ce truc, limite, tu perds le edge, tu vois. Alors qu'en vrai, non, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui l'apprennent. Et je pense que c'est un conseil, les gens qui l'ont pris. Faut persévérer le truc, tu vois, c'est ce que je disais, je le répète, mais c'est au bout de 2 ans, il faut vraiment y aller. Et effectivement, je me suis dit, en fait, le truc est tellement génial, tu vois, j'en ai même pas parlé autour de moi, honnêtement, ou vraiment aux gens très proches. Maintenant, bien sûr que je le fais parce que voilà, j'ai évolué, mais au début, effectivement, je me disais, c'est trop bien pour que j'en parle, tu vois, j'ai pas envie que tous mes potes. Non, mais en vrai, tu vois. Je capte. Donc voilà, mais allez, je te laisserai un petit avis tout à l'heure. Merci. Mais sinon, changeons de sujet. Est-ce que t'étais déjà venu en Amérique latine ou pas? Non, j'étais allé en République dominicaine, tu m'as dit, ouais. République dominicaine, ok. Est-ce que dans le futur, tu envisagerais l'expatriation? Ou pas du tout? T'es vraiment très attaché à la France, t'aimerais Alors, rester en France? je suis attaché à la France parce que j'ai pas le choix. On va dire que quand tu crées une société de gestion qui est en France, je peux pas me permettre, on a beaucoup de relations clients, je peux pas me permettre d'être 6 mois et un jour au Panama. Après, maintenant que j'ai fait le tour, là, on a fait notre petite tour hier. C'est génial, franchement, même en termes de fiscalité. Enfin, honnêtement, tous les gens qui peuvent se permettre d'avoir des business en ligne, d'avoir des revenus de l'extérieur, en gros, et qui n'ont pas de business physique en France, oui, je pense que c'est une des meilleures options pour aller build sa fortune. Comme tu me l'expliquais hier, honnêtement, tu as beaucoup moins de spending. C'est pas Dubaï, tu vas pas aller claquer à droite, à gauche. Et tu as un niveau de vie qui est quand même très élevé par rapport à ce que tu vas dépenser. Donc oui, évidemment, c'est une option qui est géniale. Après, moi, malheureusement, pour l'instant en tout cas, peut-être que tu vois, si d'ici 10 ans, j'arrive à faire un cash-out, un gros truc, et qu'après, tu vois, faut juste que j'ai des invests qui tournent. Bien sûr que là, j'irai dans un pays où fiscalement, c'est plus avantageux, évidemment. Ok, ouais. Et hors fiscalité? Ouais. Non, honnêtement, ça permet de découvrir d'autres cultures. Donc moi, j'étais en Australie, je suis allé à Londres. En fait, ça te permet de découvrir, tu vois, ça t'ouvre un petit peu au monde. Et je pense que quand on est jeune, c'est là où il faut voyager. C'est pas à 50 ans que je vais commencer à aller me dire, bon, allez, je vais aller au Panama, je vais aller en Amérique. Donc, ouais, et puis le confort de vie est quand même super sympa. Il y a la mer, il fait chaud, c'est pas hyper cher. Enfin, voilà, honnêtement. Bon, incroyable. Bon, sur ce, je pense qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter. Tu peux dire non, hein. Mais Ouais, non, je vais dire un truc, c'est vraiment les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, vraiment essayer de passer à l'acte. Enfin, moi, c'est vraiment le truc, tu vois, j'essaie de pousser les gens avec qui je parle, tu sais, les gens qui ont des idées, c'est génial d'avoir des idées, mais au bout d'un moment, si tu as juste l'idée toute ta vie, c'est bien, mais il y a rien de concret derrière. Et moi, perso, de mon côté, et je pense que c'est pareil pour toi, je n'ai pas envie de vivre avec des regrets en me disant « Putain, j'aurais dû faire ça », mais je pense qu'il y a énormément de gens, on ne se rend pas compte, hein, qui se disent ça, j'aurais dû, mais il y a toujours une excuse de toute manière.
Oui, mais il y a eu ça, oui, mais il y a eu ça. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut parfois un peu fermer les yeux sans trop réfléchir, se dire, bon, là, j'y vais, essayer un peu de, tu sais, de dévier des gens un peu classiques et de se dire, et je pense que peut-être le début est dur, je pense que c'est jamais un mauvais choix, il n'y aura pas de regret, même si tu n'y arrives pas, tu te diras, au pire, j'ai essayé, tu vois. Voilà. Complet. Et pour rejoindre ce que tu dis, une des images que j'ai souvent en tête qui m'aide à faire ça, c'est qu'en fait, si tu regardes, donc aujourd'hui, heureusement, j'ai un track record qui me le prouve, mais même hors ça, tu peux regarder la biographie de plein de personnes. Plein de personnes qui ont eu du succès, ce qu'ils ont commencé, qui a eu un succès monumental, n'a jamais débuté, n'a jamais commencé dans l'optique d'être ce succès monumental. Si on reprend Zuckerberg, par exemple, Ouais. c'était son Hot or Not, ou Smash or Pass, je sais plus, pour voir si les meufs elles étaient bonnes à Harvard. Tu vois. Ouais. À la base, c'était ça. Puis c'est devenu un genre de réseau dans l'université. Puis c'est devenu ça. Puis c'est devenu... Il s'est jamais dit, je vais Ouais. créer Meta, le truc de la mégalopole. Mégalopole, c'est une ville. Non, un monopole complet sur les réseaux sociaux, etc. Et si tu regardes tout le monde, c'est exactement ça. Et pour moi, quand je regarde vraiment le début de quand je me suis lancé en trading, je me suis jamais dit, ouais, je vais me lancer là-dedans, comme ça, quand j'aurai 25 ans, je serai là, je serai expatrié fiscal là-bas, et que si, que ça. Mais genre, jamais de la vie, tu vois. J'ai commencé d'abord sur ça, sur un petit truc, puis ça a mené à ça, puis qui a mené à ça, puis à ça, puis à ça. Et en fait, ça devient quelque chose de bien plus important. Ouais, et tu après, vois. quand même, tu te fixes des objectifs au bout d'un moment, tu vois. Bien Mais sûr. j'avoue, pour se trouver, pour vraiment se lancer au début, moi aussi, tu vois, je faisais mes stages, je ne savais pas trop où j'allais aller. Et au fait, au final, tu t'affines. Et là, après, tu commences à te mettre des sortes d'objectifs, tu vois. C'est ça. Mais donc, pour quelqu'un qui regarde, pour moi, c'est surtout en fait, en anglais, on dit to plant the seed, donc planter Ouais, la graine, graine. où sur le moment, ça va rien faire. Mais en fait, cette décision-là, en fait, 10 ans plus tard, tu peux te dire, putain, mais c'est dingue. Cette décision-là de merde que j'ai prise, en fait, est devenue un truc énorme, Ouais. alors que de base, c'était pas l'objectif, c'était pas la vision que j'en avais, tu vois. Donc, c'est de là ce que tu dis, mais le fait de passer à l'action, de pas juste à penser, à se dire, ah ouais, je devrais faire ça, ou putain, mais fais-le, parce qu'en fait, Ouais, peut-être ça mène à nulle part, et du coup, on s'en fout. Mais peut-être ça mène en fait à quelque chose qui, dans 10 ans, tu vas te dire, Ouais, putain, ouais. mais oh, la décision de fou que j'ai Ouais. fait, tu vois. Ah, Alors mais que c'était un peu de la chance, enfin pas de la chance, mais... Ouais, complètement. Il y a une autre phrase que j'aime bien qui est sur mon tel, tu vois, c'est hard work beats talent every time. Tu vois, ça, je pense que c'est dans tous les domaines. T'as beau avoir du talent, c'est avoir un skill, mais si derrière tu travailles pas plus que quelqu'un, le mec va forcément te dépasser, que ça soit dans le sport, tu vois. T'as beau être bon en foot, si le mec il s'entraîne 24 heures par jour sur 24, il y a un moment où tu vois, il va te rattraper, il va te dépasser. Et donc ça serait le deuxième conseil. Faut bosser en vrai, voilà. Bon, je pense qu'on va rester sur ça. Ouais. Marceau, Ouais, merci. merci de ta visite à Panama. J'espère que Merci ça à t'a toi. plu. Ouais. Et puis que cette conversation a été utile pour nos auditeurs, nos visionneurs, enfin, bon, les gens qui regardent la vidéo. Sur ce, ciao.